Bonsoir et merci d'être avec nous. Voici les titres de votre journal. Des banderoles pour dire non à la fermeture de leur rétablissement. Les élèves du collège d'Omois à Kanala ont organisé une journée banalisée aujourd'hui en vue de la manifestation de ce vendredi à Nouméa. Un reportage en début de journal. La vaccination, une campagne en demi-teinte si les autorités coutumières et religieuses sont mises à contribution pour convaincre, comme à l'IFU, un nouveau conseil scientifique indépendant a été créé. Pour ou contre, est-ce que le vaccin est efficace contre la Covid-19? Réponse dans ce journal. Et enfin, pour la suite de votre feuilleton consacré au festival Sublimage, nous la vivrons encore une fois en direct depuis le hall de la mairie de Nouméa. Ce soir, nous intéressons aux activités proposées sur place avec Stéphanie Marly en direct. Journée banalisée au collège d'Omois à Kanala aujourd'hui. Des banderoles pour dire non à la fermeture de l'établissement. Fermeture annoncée lors de l'Assemblée générale de l'AZ qui s'est déroulée à Marais. Cette journée a été initiée par les collégiens, le personnel et les parents. Sur place, notre journaliste Vanessa Guédé. On va écouler 2022 dans mon... Voilà. On ne veut pas que ça ferme dans moi. Comme Amoria et Sébastien, ils sont nombreux à vouloir revenir ici l'an prochain. On ne veut pas sortir car cette école est dans une tribu. Jarel est en 3e et comme la quarantaine d'élèves inscrits ici, elle ne veut pas que le collège ferme. Elle trouve que le suivi pédagogique est meilleur. Les 4 ans que je passe ici, ça s'est bien passé parce que les profs, ils sont toujours derrière nous et ils nous expliquent quand on ne comprend pas. Pour que ce collège ne mette pas la clé sous la porte, il doit atteindre un effectif d'environ 70 élèves l'an prochain. Une des conditions émises lors de l'Assemblée générale à Marais. Sans tarder, les parents d'élèves et l'équipe pédagogique ont lancé la campagne d'inscription dès la semaine dernière. Ici, les enfants préparent les banderoles et dans cette salle, les parents échangent sur les moyens de transport en vue de l'ouverture de l'internat. Parce qu'on se rend compte que c'est aussi un des avantages, une des forces qu'il y avait déjà à l'époque ici au sein de Domois et qu'il faut qu'on la remette pour 2022. Donc l'ouverture de l'internat reste primordiale aussi pour nous, pour pouvoir, sur place en fait on aurait les deux, le collège et l'internat, avec l'accompagnement des professeurs pour les études, le fait qu'autour de Gélima, parce que le collège se situe à la tribu de Gélima, on a plein d'intervenants aussi culturellement sur la sculpture, le tapa et les chants. Donc voilà, on a mis un peu en avant les avantages, les forces et les faiblesses qu'on peut avoir aussi au niveau de l'internat et de l'école de proximité. Les parents d'élèves et le corps enseignant soulèvent également l'absence de communication avec le conseil d'administration de l'AZ. À savoir que le collège d'Omois fête ses 20 ans cette année. Les parents doivent se mobiliser, on est là. Vendredi, on va être sur Nouméa pour montrer le mécontentement qu'on a par rapport aux façons de faire qu'on a pu démontrer là, suivant les dernières réunions qu'on a eues, par rapport à l'annonce de la fermeture, par rapport aux relations qu'on a avec le CA, par rapport au fait que le CA ne s'est jamais rendu toute cette année-là pour nous voir. Donc voilà, il y a plein de choses qui font aussi que notre ressenti, il est amer, mais il est aussi plein d'espoir parce que voilà, on se dit que l'école elle doit continuer d'exister. Puis elle est à côté de chez nous et on vit au sein de la tribu. Donc on se doit de continuer ce qui a été déjà donné à un moment donné. Nous, on est juste là pour continuer le travail. Voilà des banderoles qui seront utilisées lors de la marche organisée ce vendredi dans les rues de Nouméa. Départ du vice-rectorat à 8h30 vers une arrivée au gouvernement à 10h. Protocole d'accord signé entre Cognambo, Nickel et les coutumiers des GDPL du massif. Signature qui met fin à un conflit qui dure depuis près d'un mois avec blocage et barrage filtrant devant l'usine de Vavouto à Vaud. Un mécontentement suite à l'appel d'offres perforation et tir de mine. Je cite le communiqué de Keynes. Toutes les parties signataires du protocole regrettent la naissance du conflit lié à des incompréhensions mutuelles et mesurent les conséquences
conséquences engendrées et en tire les enseignements pour des partenariats futurs. Fin de citation. Parlons à présent de la crise sanitaire, mais avant de nous intéresser à la vaccination au pays, la situation à Tahiti ne s'améliore pas. Le pays compte aujourd'hui plus de 40 000 cas depuis le 13 mars 2020 et plus de 300 décès. Le nombre de cas positifs comme de décès augmente. Face à cela, l'activité dans les cimetières est constante. Les agents municipaux sont débordés. Les familles sont obligées d'enterrer elles-mêmes leurs défunts. Un reportage de nos confrères de TNTV. Ouais, jamais vu. Ça, c'est incroyable, ça. Depuis la semaine dernière, Henri, agent technique de PAEA, enchaîne les interventions dans les cimetières de la commune. Une équipe diminuée par les cas de Covid au sein du service, mais aussi saturée par la surcharge de travail. Depuis lundi, ça a commencé ces trucs-là, jusqu'à aujourd'hui. Vous avez travaillé aussi le week-end? Oui, samedi, oui, on a travaillé. Ça y est, on a travaillé. Et donc très rapidement, quand vous avez par exemple, comme c'est le cas aujourd'hui, 5 enterrements d'affilée, ils n'ont pas le temps de tout faire. Parce que c'est vrai que les familles ne voient pas, ils pensent qu'on enterre tout au même cimetière. Mais non, il y en a dans les familles qui sont enterrées chez eux-mêmes et il y en a d'autres qui sont enterrés dans des cimetières privés. Et puis enfin, il y a ceux qui sont enterrés dans les cimetières publics. Mais nous, on intervient sur tout le panel. Et face à cette situation, certaines familles font le choix de préparer elles-mêmes la tombe de leurs défunts, malgré la douleur de la perte subite d'un proche. Pour pallier au problème, le maire de PAEA a fait appel à des prestataires de services. Eh bien voilà, il n'y a personne pour venir aider, il n'y a que les copains, la famille, pour venir creuser. À qui demander, on a été voir la mairie, hein. Ils sont tellement débordés, hein. On nous a dit de se démerder nous-mêmes. Alors on a fait de... Ben oui, vu le deuil et vu avec ça encore, hein, c'est pas évident. Les consignes que j'ai données, c'est que quand on est dépassé par les effectifs municipaux, on fait appel aux effectifs privés en faisant des prestations de services. Donc on demande à des petits tâcherons, des petits entrepreneurs de vouloir venir combler le manque. À PAEA, plus d'un tiers des agents communaux est à l'arrêt en raison de la Covid. En Nouvelle-Calédonie, pour que la crise sanitaire ne s'aggrave pas, nombreux sont les responsables d'État ou politiques qui préconisent la vaccination, mais certains sont contre la vaccination obligatoire. C'est l'œil de la rédaction. Je vous le disais, les autorités religieuses et coutumières sont approchées pour convaincre la population à se faire vacciner. C'est le cas à Lifou, à la tribu de Nassalo. Un reportage d'Aurélie Chiron et Henri Naïloulou. Oui, okay. Ici, au même endroit dans 3 semaines. Mais il faudra confirmer aux jeunes catéchistes parce que nous, c'est le dimanche qu'on passe les informations. Oui. Mais de toute façon, Pascal Siazé est diacre, mais aussi un coutumier respecté du district du Wedge. Ce matin, il a reçu sa première dose du vaccin à la tribu de Natalo, où était installé un vaccinodrome. Comme lui, plus de 80 personnes ont franchi le pas aujourd'hui. Un record ici, où jusqu'à hier, moins de 10 personnes étaient vaccinées. Le pape François s'est fait vacciner, il a fait vacciner ses cardinaux, ses évêques, et le message qui nous a été dit au travers de Monseigneur Calvé ici à Nouméa, c'est de se faire vacciner. Donc tous les chrétiens catholiques et protestants, impérativement, on doit se faire vacciner. Alors que la campagne de vaccination a commencé il y a 7 mois en Nouvelle-Calédonie, seulement 68 216 Calédoniens ont reçu les 2 injections. À Lifou, en 3 jours, les chiffres ont explosé. La barre des 1000 personnes a été atteinte. En cause, le lancement lundi de l'opération Vaxitribs par la province des îles. Objectif, 6 000 vaccinés d'ici 4 mois. Au niveau des îles Loyauté, où on est sur terre coutumière, où on n'est que sur des tribus, où c'est des chefs coutumiers qui régissent un peu la tribu, c'est très important d'avoir leur implication. Et vous avez vu, le pape s'est engagé en fait pour la vaccination. Et nous, on voit que les coutumiers et nos personnels d'église sont vraiment aussi partants dans cette campagne de vaccination. Le gouvernement, lui aussi, multiplie la communication. Ce matin, la direction de la gestion et de la réglementation des affaires coutumières de la Nouvelle-Calédonie terminait sa tournée d'information à Lifou. Si la population ne vient pas au vaccin, le vaccin va aller vers eux. C'est la stratégie. Voilà.
Pour atteindre l'immunité collective, les institutions font désormais appel aux autorités coutumières et religieuses pour vacciner les 40 000 personnes vivant en tribu d'ici janvier, date d'ouverture des frontières. Le vaccin est-il efficace contre la Covid-19 ? C'est la question qui revient fréquemment lorsque le sujet de la vaccination est mis sur la table. Alors que l'épidémie continue de se répandre, de nombreuses idées reçues sur l'efficacité du vaccin circulent. Nous avons décidé de revenir sur certaines d'entre elles. Un décryptage suivi par Audrey Poïdi. Les personnes vaccinées seraient-elles plus nombreuses à mourir du Covid-19 que celles non vaccinées ? C'est un des arguments avancés par les anti-vaccins. Mais en réalité, les chiffres disent le contraire. En France, selon une étude publiée le 30 juillet par la Direction de la recherche des études de l'évaluation et des statistiques, 78% des patients décédés du Covid-19 sont des non-vaccinés. Pour parvenir à ce résultat, l'Institut a exploité les données de 3 bases différentes concernant les hospitalisations, les tests de dépistage et les vaccinations. Dans le détail, sur la période du 7 juin au 2 août, les tests positifs sont nettement moins élevés pour les personnes complètement vaccinées, à savoir la courbe verte, contrairement à celles non vaccinées, représentées par la courbe rouge. Ces 2 études mettent également en évidence que 85% des entrées hospitalières en soins critiques concernent des non vaccinés. Mais alors pourquoi y a-t-il une 4e vague à Israël, alors qu'en 3 mois, 60% des Israéliens se sont vaccinés ? Dans un article du journal Le Monde, Nadav Davidovitch, directeur de l'école de santé publique de l'université, explique ce regain par une levée des restrictions sur les rassemblements, l'abandon du système de passeport vert, l'équivalent du pass sanitaire en France, et notamment par l'abandon du port du masque en intérieur. Le virus a continué de circuler, de plus en plus vite avec l'apparition des variants Alpha puis Delta. La leçon que nous en tirons, c'est que le vaccin fonctionne, mais qu'il ne suffit pas. Et si une majorité de la population israélienne s'est faite vacciner, les réfractaires constituent un réservoir important de circulation du virus. L'État hébreu espère toucher le million de personnes éligibles à la vaccination et a lancé il y a 3 semaines une campagne de 3e dose. Mais pas besoin d'aller si loin pour se questionner sur l'intérêt de la vaccination. Chez nos voisins, en Polynésie française, l'épidémie enregistre un taux d'incidence record, alors que seul 33% de la population est couverte par un schéma vaccinal complet. Pour ou contre la vaccination, dans le même élan, un nouveau conseil scientifique indépendant a vu le jour il y a 1 mois. Des médecins, des juristes ou encore des épidémiologistes composent ce groupe. Ils ont été reçus par les élus du Congrès hier. Leur volonté, participer aux assises Covid et être intégrés à la réflexion sur la stratégie sanitaire. On écoute Hélène Saglieben, membre du Conseil. Donc on s'appuierait en fait dans chaque tribu, chaque district, chaque commune de tous les référents médicaux que l'on peut avoir, qui seraient en lien avec du personnel infirmier, qui seraient en lien avec des médecins référents. Donc c'est un réseau, ce serait un maillage du territoire qui partirait de la tribu pour arriver à l'hôpital. L'hôpital serait vraiment le dernier bastion, on va dire, qui prendrait en charge les patients les plus sévères. Et donc l'idée, c'est d'essayer de maintenir à domicile tous les patients qui peuvent être maintenus à domicile sous surveillance médicale et mettre également en place des traitements qui se sont avérés efficaces dans beaucoup de pays du monde. Même, alors je parle évidemment donc d'un sujet qui fâche, c'est-à-dire l'ivermectine, l'azithromycine, le zinc, voire l'hydroxychloroquine. Cette vaccination, elle peut être utile pour des gens qui ont des risques importants de développer la maladie, pas pour des gens jeunes de moins de 50 ans qui n'ont absolument aucune comorbidité associée et qui, eux, de toute façon, ne développeront pas de forme grave du coronavirus. Voilà qui referme le dossier du jour consacré à la vaccination. La guerre semble déclarée au sein du syndicat intercommunal du Grand Nouméa. La fédération des fonctionnaires monte au créneau contre la mairie du Mont-d'Or. Cette dernière serait en passe de créer un poste de directeur de la fourrière intercommunale, semble-t-il destiné à un agent de la commune du Mont-d'Or, dorénavant chargé de mission à la fourrière. Un reportage d'Océane Dacounia. À la fourrière intercommunale, la mairie du Mont-d'Or semble vouloir jouer aux chaises musicales. Et quand la musique aura cessé, il pourrait bien y avoir un nouveau poste de directeur pour l'un de ses agents. Sauf qu'à la tête de l'établissement, qui connaît des dysfonctionnements de longue date, siège déjà la directrice du SIGN, le syndicat intercommunal du Grand Nouméa.
La mairie du Mont d'Or a décidé unilatéralement de délocaliser un de ses agents en tant que chargé de mission auprès de cet établissement. Ce chargé de mission a une mission bien précise, c'est d'auditer le signe sur ces éventuels dysfonctionnements et les améliorations apportées. À ce jour, 2 propositions d'audit ont été rendues mais qui ont été rejetées par l'ensemble des 4 communes parce qu'il était infondé et non abouti. On avait eu vent d'une rumeur de la création d'un nouveau poste de directeur au sein de cet établissement, chose qui nous avait été réfutée par le président, qui se trouve être le premier adjoint de la ville du Mont d'Or. Or, on apprend par une convocation au prochain comité syndical qu'il y aura bien en effet la création d'un nouveau poste de directeur au sein de cet établissement, qui serait selon nous destiné à se charger de mission. Le président du SIGN et la mairie du Mont d'Or ont refusé de répondre à nos questions. Alors, nouveau directeur ou pas, qui est pressenti pour ce poste? Pour avoir des réponses, il faudra attendre le projet de réorganisation de la Fourrière qui doit être présenté le mois prochain. Dans un tout autre registre, à Lifou, bientôt 40 ans que Pierre de Clergue fut assassiné à son domicile au Mont d'Or. Personnalité politique et partisan indépendantiste, une tournée d'information a débuté aujourd'hui, je vous le disais, à Lifou. Une tournée qui a débuté donc à Lifou. Témoignage, l'histoire de l'homme, son combat et l'impact de sa vision ont été présentés ce matin devant une quarantaine de personnes. La tournée se poursuivra à Koné. Les restes d'Ataï seront installés dans leur dernière demeure le 1er septembre. À l'occasion de cet événement hautement symbolique, la philosophe Selwa Lust Boulbina et le docteur en histoire Paul Fizine proposent une conférence sur la question de la restitution des restes humains demain soir à la bibliothèque Bernheim à partir de 18h. Un sujet qui concerne tout particulièrement la France qui en détient un grand nombre. On écoute Selwa Lust Boulbina, philosophe et spécialiste de la science politique. Et il faut savoir qu'en fait, le musée de l'homme français est le musée au monde qui possède le plus grand nombre de restes humains. Il y a à peu près environ 18 000 crânes et environ 23 000 restes humains, donc c'est énorme. Et ces têtes ont été exposées. Par exemple, le moulage de mortuaire d'Ataï a été exposé au musée de l'homme. Donc en fait, il se trouve qu'en l'espèce, ce sont les Européens qui ont été des chasseurs de têtes, alors qu'on ne les imagine évidemment pas dans les représentations comme étant intéressés par la conservation de têtes soit d'individus, disons, anonymes de certaines populations, soit évidemment éminentes, de personnalités éminentes et dont les têtes représentent des trophées en fait. Toujours dans l'histoire du pays, le LKS fêtera ses 40 ans les 3, 4 et 5 septembre à la tribu de Netché sur l'île de Négoné. Les militants de l'ancien parti ont annoncé aujourd'hui en conférence de presse 3 journées d'animation. L'idée de ce rendez-vous est de rappeler l'héritage du grand chef Nido Ishnaïslin pour nourrir la réflexion sur ce que sera la Nouvelle-Calédonie au lendemain du 12 décembre. Je vous le disais en titre pour la suite de votre feuilleton consacré au festival Sublimage. Nous la revivons ce soir en direct depuis le hall de la mairie de Nouméa. Et au-delà de l'exposition, il y a diverses animations proposées au public sur place, des animations proposées par des associations. On retrouve en direct Stéphanie Marlier. Bonsoir. Bonsoir Élise, c'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver au cœur de cette 12e édition du Festival international de l'image sous-marine. Je ne sais plus où regarder tellement cette exposition, comme vous pouvez le voir, est magnifique. Mais ce festival, Élise, c'est aussi un bon moyen de sensibiliser, d'informer les visiteurs, notamment la jeune génération, à la protection de notre lagon et des fonds marins. Des animations sont donc proposées tout au long de la journée par des associations, comme l'association Sea Shepherd qui existe en Nouvelle-Calédonie depuis 2013 et qui participe depuis 7 ans à ce festival. Alors je vous propose qu'on aille voir ce qui se passe sur leur stand. Alors Olivier, merci à toi d'être avec nous. Bonsoir.
Alors tu es le secrétaire de cette association, c'est bien ça? Oui, tout à fait, c'est ça. Alors en une phrase, si tu pouvais nous dire quelles sont les grandes causes que défend Sea Shepherd, qu'est-ce que tu nous dirais? Je dirais que la cause principale, c'était de défendre le requin, et tous les requins de Nouvelle-Calédonie. C'est d'ailleurs pour ça qu'on est connu actuellement, puisqu'on s'est positionné pour la protection intégrale du requin, de tous les requins en Nouvelle-Calédonie. Ça fait 7 ans que vous participez à ce festival. Qu'est-ce que vous proposez comme atelier? Tout à fait. Alors déjà, ce festival, c'est quelque chose de très important pour nous. Comme vous le voyez, toutes les images qui sont exposées sur les murs, là, c'est un vecteur formidable de communication pour montrer aux gens qui n'ont pas l'occasion d'aller sous l'eau, de faire de la plongée ou du PMT. Ça leur permet de voir à quel point le milieu marin est extraordinaire, magnifique, fragile, et à quel point il est important de le préserver. L'étendue, l'océan, la mer, le lagon, c'est pas simplement là pour nos activités nautiques, pour notre plaisir ou pour des coups de pêche. C'est aussi un milieu extrêmement sensible, fragile et magnifique, et voilà, c'est très important de le préserver. Du coup, nous, on s'inscrit totalement en adéquation avec le Festival de l'image sous-marine, et on propose sur notre stand, alors tout au long de la journée, on reçoit des groupes scolaires par classe, c'est des petites interventions de 30 minutes. Cette sensibilisation auprès des scolaires, c'est aussi quelque chose que l'on fait tout au long de l'année, puisqu'on a des bénévoles qui interviennent auprès des écoles tout au long de l'année. Et le soir, on propose notre stand avec du merchandising, ça c'est pour financer les campagnes internationales, puisqu'on appartient à une ONG internationale qui s'appelle le Sea Shepherd. Voilà. Et ce week-end, on va proposer également un petit jeu ludique autour toujours des thématiques de l'océan. Ça va se passer ici, dans cette pièce-là, à la mairie de Nouméa. Vous êtes ici jusqu'à dimanche. Quelle est votre prochaine actualité? Alors notre prochaine actualité, nous avons fait l'acquisition d'un bateau récemment, donc nous allons pouvoir aller davantage sur le lagon, et on va essayer de commencer par du nettoyage. Donc on va faire un nettoyage îlot Sainte-Marie, îlot Ouéré, certainement. Et ensuite on a une projection également d'un film qui s'appelle Seaspiracy, et ce sera à l'Amphi 400 au mois d'octobre. Merci Olivier d'avoir été avec nous. Un grand merci. Si vous avez envie d'en apprendre un peu plus sur cette association ou une autre association, c'est ici que ça se passe. Voilà Élise pour cette soirée. Je vous retrouve demain pour de nouvelles aventures. Merci Stéphanie Marlier en direct de la mairie de Nouméa. À demain pour le prochain feuilleton. Ouverture officielle ce mardi de la Semaine mondiale de l'eau à la commune de Lafoix, mise en place par le Conseil de l'eau de Farino et Saramea, reconnu en association depuis 2015. L'occasion de sensibiliser les jeunes et de mettre en valeur plusieurs projets liés à l'eau. On écoute Régis Dufieux, président du Conseil de l'eau Farino de Lafoix et Saramea. On a fait pas mal de choses, surtout les études sur les risques d'inondation, différents dossiers comme ça où on participe avec la DAVA, sur les captages, des choses comme ça. Et pour nous, c'est important de se sensibiliser les enfants quand ils sont à l'école. C'est pour ça que l'année dernière, déjà, on a été intervenu déjà en maternelle avec une animatrice là, qui est venue, a fait des ateliers. Là, cette année, on renouvelle l'expérience au niveau primaire et collège, où il y a plusieurs interventions entre Calédocline, Paladalic, le CIE, la Société calédonienne d'ornithologie, il y a Nicolas Charpin de Vie d'eau douce qui va intervenir. Et puis, les thèmes sont variés, entre le corail avec Paladalic et puis Nicolas Charpin avec la vie biologique, la vie d'un cric, d'une rivière, avec à travers des aquariums. Voilà. Nous, c'est important de sensibiliser. Voilà. Et déjà, on pense à l'année prochaine, où ça fait 2 années qu'on est dans les écoles. L'année prochaine, on veut faire des choses sur le terrain, voilà, avec les écoles. Voilà, ça sera un autre projet, mais... Du sport, des nouvelles de nos Kagu du handisport à Tokyo, Pierre Fairbank, Nicolas Brignon et enfin Thierry Chibonne ont défilé hier soir aux côtés des athlètes français durant l'ouverture des Jeux paralympiques à Tokyo. Les compétitions sont officiellement ouvertes. Quelques 4400 sportifs sont en lice pour cette édition. Les délégations, en revanche, sont à la baisse avec 160 pays représentés contre 164 à Londres en 2012. Voilà, bon courage à nos Kagu sur place. Et c'est la fin de cette édition. À suivre après votre journal, le retour de votre divertissement Koh-Lanta. Voilà une émission à suivre à partir de 19h25. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Je vous souhaite une excellente soirée.